En 1530, tu peux mourir non au combat, ni sur l'échafaud, ni même de faim. Un banquet royal peut te briser. Tu es dans une salle où des centaines de bougies font fondre l'air, où les serviteurs portent les plats, où la graisse brille. Cela sent le cerf rôti, la fumée, le vin, la sueur, la cire et la viande qui, peu avant, pendait encore en cuisine en carcasse entière. Tous appellent cela gloire. Ton estomac l'appelle menace. Devant toi, ce n'est pas un dîner, c'est un examen de survie à la cour des Tudors. Ici, on ne s'assied pas simplement pour manger. Il faut savoir où est ta place, quand lever la coupe, vers quel plat tendre la main, avec quoi prendre la nourriture, où regarder, quand se taire et comment ne pas paraître tombé par erreur chez les gens les plus dangereux d'Angleterre. Tu es habitué à l'assiette, à la fourchette, à la serviette, à la portion personnelle et au droit de dire « merci, je n'en veux plus ». Ici, ce serait presque un suicide social. La nourriture est commune, les mains sont celles des autres, le vin coule trop facilement, les règles ne s'expliquent pas, mais l'erreur se remarque aussitôt. Et si graisse, sucre, alcool, fumée et hygiène douteuse ne t'achèvent pas, un seul mauvais geste peut te détruire. Abonne-toi si tu veux d'autres simulations historiques. Ensuite, tu comprendras pourquoi le banquet royal des Tudors n'était pas une fête pour l'homme moderne, mais un piège luxueux où l'abondance sentait l'abattoir, le pouvoir et la peur. La première chose qui te frappe près du palais, ce n'est ni la musique ni l'or, c'est la chaleur. L'énorme corps de pierre de Hampton Court respire les fours, les cuisines, les gens, les chevaux, la laine mouillée, la fumée, la graisse et le fumier. Comme si le palais n'était pas la demeure du roi, mais un estomac digérant l'Angleterre. Tu n'es pas encore entré dans la salle que le banquet travaille déjà contre toi. Dans les cours, les serviteurs courent avec paniers, tonneaux, volailles, pain, poissons, épices, bois. Quelque part, on aiguise les couteaux. Quelque part, on plume des oiseaux. Quelque part, on traîne une carcasse qui a été animal trop récemment pour que ton cerveau moderne l'appelle produit. Des cuisines sort une chaleur dense, comme un four ouvert grand comme une chapelle. Ici, tout obéit non au confort, mais au statut. Plus près du roi, plus haut. Qui mange plus, tôt compte davantage. Qui reçoit les meilleurs morceaux, se voit plus. Qui s'assied plus loin, attend plus longtemps, et parle moins, doit se souvenir de sa place. Tu ignores où est la tienne. Et c'est déjà un problème. La cour d'Henri VIII n'est pas une compagnie venue dîner agréablement. C'est une hiérarchie vivante d'aristocrates, conseillers, prêtres, courtisans, serviteurs, pages, cuisiniers, musiciens, gardes et gens qui ont appris toute leur vie à disparaître du regard des puissants. Chacun sait quand s'incliner, à qui céder le passage, à qui parler, devant qui passer comme s'il n'existait pas. Toi, tu ne comprends presque rien. Dans le grand hall, la foule gronde. Les tissus bruissent, les coupes teintent, les chiens tournent aux pieds, les serviteurs glissent entre les tables, les bougies fument, les voix se mêlent. L'air s'épaissit de fumée,
de souffle et d'attente. Et quelque part au-dessus de tous, au centre de cette machine, siège le roi, l'homme dont l'humeur peut changer le festin en fête ou en piège politique avec musique et gibier rôti. Tu pensais que le danger commencerait avec le premier plat. En réalité, il a commencé plus tôt, à la seconde où tu es entré dans un monde où la distance à la table dit ta valeur. Mais tandis que tu restes au bord de cette splendeur, en cherchant où regarder, le palais prépare déjà le coup suivant. Car tu ne devras pas seulement assister au festin, tu devras manger comme ce monde mange, et ton estomac apprendra le pouvoir avant ton esprit. La nourriture n'arrive pas comme un dîner, mais comme une offensive. Les plats entrent par vagues. Gibier rôti, mouton gras, volaille, pâté de viande, sauces épaisses, poissons salés, pain, douceur, gelées épicées, crème d'amande, vin, ale. Tout cela sans le luxe si tu es né au XVIe siècle. Si tu es moderne, cela sent la surcharge du corps et le duel imminent avec ton estomac. Tu as l'habitude de voir la nourriture comme un choix personnel. Ici, elle est spectacle. La table royale doit montrer la puissance. La viande dit « Nous avons des terres ». Les épices « Nous avons du commerce ». Le sucre « Nous avons de l'argent ». Le nombre de plats « Nous avons des gens qui passeront des jours au feu pour que tu comprennes combien ils sont au-dessous de ceux qui mangent. » On pose devant toi ce qui pour ce monde est magnifique. Viande, viande, encore viande, et un peu de pâte pour qu'elle ne se sente pas seule. Les légumes ne sont pas la salade salvatrice à l'huile d'olive. Ils sont secondaires, suspects, souvent trop cuits, ou si bien cachés qu'on croirait le cuisinier ennemi des vitamines. Les fruits crus non plus ne sont pas une collation innocente. Selon l'époque, ils peuvent nuire au corps. Selon le stockage, devenir une fête pour la catastrophe intestinale. Tu tends la main vers un couvert et comprends que l'avenir n'a pas encore été livré. Pas de vraie fourchette au sens moderne. Il y a couteau, cuillère, doigt, pain, habitude et contrôle social. On mange avec les mains, on arrache, on trempe, on coupe, on passe, on prend dans les plats communs. Oui, les mains peuvent être lavées. L'étiquette existe. Mais ce n'est pas ton fantasme stérile avec assiette individuelle, serviette jetable et serveur qui n'a pas touché carcasse, chien et poignée. Tu essaies de manger proprement, trop proprement, étrange, trop lentement, suspect, trop vite, grossier. Tu ne sais pas combien prendre, quel plat convient à ton rang, quand refuser. Et tu veux refuser assez tôt, car la graisse tombe en toi comme une pierre, le vin chauffe la tête, le sucre colle aux dents, et la fumée des bougies et des cuisines rend l'air épais comme une mauvaise sauce. Autour, on mange bruyamment, sûrement, par habitude. L'un rit la bouche pleine, l'autre jette un os au chien. Un autre s'essuie les doigts sur le tissu. Quelqu'un fait semblant de ne pas voir son voisin tendre la main trop avidement vers le meilleur morceau. Tu comprends qu'à cette table, la saleté n'est pas seule dangereuse. Il est dangereux d'avoir l'air de ne pas appartenir. Ton corps réclame déjà eau, pause et quelque chose de léger. Mais le festin ne s'intéresse pas à ton corps.
Il s'intéresse à l'ordre, à la générosité, à l'étalage de richesses et à ta capacité d'obéir au rituel. Et si tu crois que la menace principale est la graisse, l'alcool, les mains étrangères et une nourriture après laquelle ton intestin rédigera son testament, tu te trompes d'échelle. Ensuite, le banquet cessera d'être une épreuve pour l'estomac et deviendra un système de pouvoir où un faux geste peut coûter plus qu'une assiette empoisonnée. La vraie menace du banquet Tudor n'est pas la nourriture. Elle, au moins, est honnête, grasse, lourde, sucrée, tiède de façon suspecte. Et elle t'annonce tout de suite que tout ira mal. Le danger profond, c'est que le banquet n'est pas un dîner. C'est une table des rangs, écrite avec viande, sel, vin et distance au roi. Ici, chaque siège dit plus d'un homme que son visage. Plus près de la table d'honneur, statut plus haut. Plus loin, plus bas. Les meilleurs plats ne vont pas aux plus affamés, mais aux plus importants. Les uns mangent chaud et frais, les autres attendent ce qui reste après des bouches plus nobles. Tu crois que l'injustice ressemble à un cri? Ici, elle ressemble à l'ordre du service. Même le sel peut séparer les hommes. Être assis au-dessus du sel, c'est être plus près du pouvoir. En dessous, c'est se rappeler qu'on n'est pas le centre du monde. Si tu ne comprends pas où tu es, tu peux te tromper avant la première bouchée, t'asseoir mal, tendre la main vers le mauvais plat, parler à celui qui ne doit pas t'écouter, regarder trop droit, rire trop fort, te taire trop tard. Tu attends des règles expliquées, mais à la cour, on ne les explique pas, on les suppose. Soit tu sais te tenir parce que tu as grandi dans le système, soit tu parais immédiatement étranger. Et un étranger à la table royale n'est pas un touriste drôle. C'est un objet suspect qui, pour une raison inconnue, respire. Ton corps te dénonce sans cesse. Tu grimaces à l'odeur. Tu prends la nourriture du bout des doigts. Tu regardes trop longtemps les mains dans le plat commun. Tu cherches une fourchette comme quelqu'un à qui l'on a caché que la civilisation est occupée ailleurs. Tu refuses presque le vin parce que ta tête flotte déjà. Mais le refus peut paraître impoli. Tu manges moins. Mais la générosité de l'hôte ne s'ignore pas. Ce festin ne teste pas ton estomac, mais ton obéissance. Tu dois montrer que tu comprends la hiérarchie, accepte le pouvoir, ne te distingue pas, ne te dégoûte pas, n'as pas peur et ne place pas ton confort au-dessus du rituel. L'homme moderne pense « je suis mal, je pars ». Ici, cette pensée sonne presque comme une trahison. Et si la nourriture ne t'anéantit pas, l'obligation de prétendre que tout est parfait commencera à te détruire. Mais le banquet deviendra plus serré, plus chaud, plus dangereux, car le luxe va peser sur ta réputation et ton corps. Tu comprends vite, à cette table, il n'est pas seulement dangereux de manger, il est dangereux d'être toi-même. L'homme moderne croit qu'une gêne au dîner finit au pire par un regard bizarre, un rendez-vous raté ou une blague familiale. À la cour des Tudors, une gêne peut prouver que tu es inférieur, grossier, étranger, mal élevé, et que tu ne dois pas être près de gens qui décident du destin du pays entre deux morceaux de gibier rôti. Ici, même le corps doit se tenir correctement. Ne pas mâcher trop fort, ne pas remplir sa bouche comme si l'exécution était demain.
ne pas se pencher à travers la table, ne pas salir le plat commun, ne pas toucher le sel avec des doigts sales, ne pas cracher où il ne faut pas, ne pas s'essuyer comme dans une écurie, ne pas se curer les dents avec l'air d'avoir oublié qu'on te regarde. Les règles semblent simples jusqu'à ce que chaque geste soit jugé par des gens nés dans ce code. Tu prends un morceau, trop tôt. Tu attends, trop longtemps. Tu regardes le roi, trop droit. Tu ne le regardes pas, comme si tu te cachais. Tu refuses le vin, impoli. Tu bois trop, ridicule. Tu manges peu, tu insultes la générosité. Tu manges beaucoup. Tu as l'air d'un roturier affamé devant la viande pour la première fois. Étrange, mais dans un monde qui mange avec les mains dans des plats communs, c'est toi qui sembles sauvage. Le pire, c'est qu'on n'a pas besoin de te punir ouvertement. Personne ne doit crier, t'attraper au col ou te traîner dehors. Un regard suffit, un demi-sourire, un murmure derrière ton dos. Quelqu'un qui soudain cesse de te parler. Dans une société de protecteurs, liens et réputation, cela suffit à te faire disparaître plus vite que les restes. Tu voulais seulement survivre au festin, mais le banquet exige plus. Soumission, assurance, connaissance de ta place et capacité à cacher le dégoût, même quand des doigts étrangers plongent dans ton plat commun. Et si tu crois qu'il n'y a rien de pire que l'humiliation publique, tu sous-estimes le luxe même de cette soirée. Ensuite, il pèsera sur ta réputation, ton estomac, ta tête, ta peau, ton souffle et tes derniers restes de contrôle. Le festin dure trop longtemps. D'abord, tu crois tenir. Un peu de viande, un peu de vin, sourire, hocher la tête, éviter les gestes brusques. Puis les plats continuent. Encore volaille, encore pâté, encore sauce, encore sucré, encore coupe, encore toast impossible à refuser. La santé du roi ne se discute pas avec ton foie. L'air devient dense, les bougies fument, la cheminée chauffe, les corps réchauffent la salle, les chiens filent sous les pieds, les serviteurs passent trop près et les odeurs s'empilent. Graisse, sueur, laine, vin, fumée, cire, jus de viande, épices, sols humides, haleine. Ta chemise colle au dos, ta tête s'alourdit à chaque gorgée. Loin derrière les murs de la salle, la cuisine ressemble à un enfer bien approvisionné. Là, brûlent d'immenses foyers, bouillent des chaudrons, tournent des carcasses, se fendent des os, se portent des bûches, se plument des oiseaux, et des gens ruissellent de sueur et de suie, sans qu'on les remercie à table. Le luxe royal ne naît pas de la magie, mais de chaleur, fumée, couteau, sang, brûlure et dos courbé, tandis que les nobles parlent vin. Ton estomac cède le premier. La nourriture grasse repose en toi comme un bloc lourd. Le sucre colle aux dents. Le vin chauffe le visage et délie la langue, ce qui est plus dangereux qu'il n'y paraît. À la cour, une phrase de trop peut être pire que la nausée. Tu bois moins, mais près de toi, on lève encore la coupe. Tu manges plus lentement, mais un nouveau plat arrive et quelqu'un observe si l'étranger apprécie. Le corps réclame air, silence, eau, pain simple et le droit de sortir sans revenir. Mais sortir ainsi serait trop visible, trop
trop étrange, trop proche de la faiblesse. Et te voilà assis, dans une splendeur que tous prennent pour preuve de grandeur, tandis que toi, tu sens seulement cette grandeur peser sur ton ventre, tes yeux, ta peau et tes nerfs. Le plus humiliant, tu ne peux même pas avoir, honnêtement, mauvaise mine. Tu dois sourire quand la nausée monte, te tenir droit quand la tête flotte, cacher le dégoût quand des doigts étrangers retournent dans le plat commun. Le banquet ne demande pas si tu tiens, il continue. Et si tu crois que c'est la limite, chaleur, alcool, graisse, fumée et centaines d'yeux sur chaque mouvement, tu es encore dans la fête, pas dans ses suites. Le dernier coup viendra quand cette soirée magnifique deviendra ta journée personnelle. Tu n'es pas invité au banquet royal, mais une erreur que ce monde a vue trop vite. Tu entres dans la salle déjà vaincu, sans le savoir. D'abord tu cherches ta place et comprends presque aussitôt qu'on peut se tromper même avec les pieds. Trop près des grands, audace. Trop loin, aveu de nullité. Tu t'assieds où l'on te dirige et ton dos se redresse seul car il y a trop d'yeux. Devant toi, les plats apparaissent. La graisse brille aux bougies. Un serviteur pose de la viande, puis de la volaille, puis un pâté, puis quelque chose de sucré, collant, épicé. Tu attends l'assiette habituelle, la fourchette, ta portion. Mais ce monde ne s'adaptera pas à ton confort. Tu prends la nourriture avec les doigts. Tu veux paraître sûr, mais tu es trop prudent. À côté, quelqu'un remarque. Il ne dit rien, il remarque. Tu bois du vin parce que tout le monde boit, puis encore parce qu'on porte un toast, puis encore parce que refuser maintenant, c'est te distinguer. La tête chauffe, la langue devient un danger. Tu surveilles non seulement la nourriture, mais chaque geste, où poser la main, comment essuyer tes doigts, quand baisser les yeux, sourire, te taire. Tu ne manges plus. Tu essaies de ne pas te trahir. L'air est épais de fumée, cire, sueur, laine, viande et souffle humain. L'estomac devient lourd, comme si l'on y avait posé une pierre couverte de sauce. Le sucre colle aux dents, la graisse remonte à la gorge. Tu veux de l'eau, du silence, de l'air frais et le droit de dire « je ne peux plus ». Mais ce droit n'existe pas. Il y a seulement la salle, le roi, la hiérarchie et un festin qui dure plus que ta dignité. Tu fais une petite erreur. Peut-être tends-tu la main trop tôt. Peut-être regardes-tu le roi trop longtemps. Peut-être grimaces-tu à l'odeur ou t'essuies-tu les doigts trop visiblement. Rien de terrible n'arrive tout de suite. C'est ça, l'horreur. On ne te saisit pas. On ne t'accuse pas. Quelqu'un sourit en coin. Quelqu'un se détourne. Quelqu'un a déjà compris que tu es étranger. Voilà pourquoi tu n'aurais pas survécu à un banquet royal des Tudors. Non parce que la nourriture aurait manqué. Il y en aurait eu trop. Trop de viande, de vin, de sucre, de fumée, de règles, de regards et de pouvoir cachés dans chaque morceau posé sur la table. Pour eux, c'était une fête de grandeur. Pour toi, un piège luxueux où le corps cède à l'abondance et où la réputation meurt d'un seul mauvais geste.